Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Je cherche encore à comprendre ce que j'essayais de dire dans l'extrait qui nous sert de jingle. Je suis un mystère insondable à moi-même, Mario. Oui, mais je me pose la même question par rapport à certains extraits qui sont utilisés pour moi. Des fois, on oublie pris isolément ce qu'on a dit. Avant de parler de nos sujets du jour, il y a ton balado, je soulignais ça, ton balado Contact qui reprend. Oui, on commence notre saison numéro 3 avec quelques semaines de retard par rapport à ce qu'est le départ habituel des saisons pour ces choses-là en septembre. Il se trouve, tu l'imagines, qu'on avait beaucoup de fer au feu, démarrage de ton émission, démarrage de mon émission à Télé-Québec, une époque formidable, la campagne électorale américaine que je livre aux États-Unis, en fait, que je livre pas aux États-Unis, que je livre en France et au Québec. Donc, je suis un peu en retard et Contact démarre avec une entrevue en compagnie de Brice Perrier, qui a écrit « L'obscurantisme au pouvoir quand la pensée dominante entrave la connaissance ». C'est un essai, enquête, où il pose des questions très intéressantes sur la science. Est-ce que la science a toujours une volonté de poser les questions difficiles? Comment expliquer que dans le monde scientifique, souvent les voix minoritaires soient tassées, écrasées, gommées, parce qu'on préfère aller à l'essentiel? Évidemment, son enquête commence à l'époque de COVID, parce que beaucoup de questions liées à la science, qu'on a souvent confondues à la recherche. Or, c'est deux choses bien différentes. Son enquête commence un peu là, mais dépasse largement le contexte de la COVID et nous fait voir que en matière de science, il y a aussi de l'idéologie et des questions que certains préfèrent ne pas voir poser. C'est vraiment passionnant. C'est en ligne depuis quelques minutes. Bon, revenons à la campagne américaine. Trois grosses... C'est de la science. Oui, c'est pas une science exacte, la politique. Là, je t'avertis tout de suite. Donc, différentes choses à dire, dont Mme Harris, là, qui a haussé le ton face à Donald Trump. Oui, hier au Town Hall que lui accordait CNN, M. Trump, il faut le dire, a refusé d'aller à CNN pour le même exercice. Il a d'ailleurs fait la même chose avec CBS à 60 Minutes. Il a refusé l'invitation. De plus en plus, je dirais qu'il hisse presque comme un drapeau d'honneur le fait de refuser les invitations aux médias plus traditionnels, comme si d'entrée de jeu, il disait je me disqualifie si j'y vais parce que ces gens-là ne sont pas sérieux. Mme Harris avait jusqu'à maintenant, disons, manœuvré avec beaucoup de circonspection, répondait pas beaucoup aux questions, a augmenté le rythme depuis quelques semaines et je dirais a augmenté le ton depuis hier soir. On a souvent laissé entendre que la démocratie pouvait être menacée si M. Trump devait être élu. Plusieurs de ceux qui parlaient en son nom à la Convention démocrate, tu t'en rappelleras, l'ont souligné. Beaucoup de cette campagne démocrate a été faite en opposition à M. Trump. Il y a quelques jours, son ancien chef de cabinet, c'est assez préoccupant, John Kelly, qui disait il y a une tentation totalitaire chez Donald Trump. On s'entend que c'est quelqu'un qui a été dans son intimité. Le plus proche collaborateur qu'on puisse avoir. Là. Le chef de cabinet, c'est tout, ça. Voit tout, entend tout, vit dans le même bureau, je ne sais pas combien d'heures, 40 heures par semaine. Là. Et c'est évidemment accablant quand un collaborateur aussi intime dit aujourd'hui, ben moi, je ne peux pas faire confiance à Trump. Donc, Mme Harris et son équipe surtout ont joué ces cartes-là depuis quelques semaines. Force est de constater que ça n'a pas beaucoup marché parce qu'on connaît Trump et les électeurs connaissent Trump depuis 8 ans déjà. Et là, hier, elle a carrément décidé de traverser une autre frontière en disant oui, c'est vrai, il y a une tentation fasciste avec Trump. Il pourrait y avoir une dérive dans cette direction-là. C'est le reflet, je pense, d'une angoisse peut-être pas sourde, mais importante chez les démocrates qui voient que l'aiguille ne bouge plus et que s'il y a quelque chose, on en parle, nous, depuis peut-être une dizaine de jours, il y a un léger vent qui pousse M. Trump. Et à ce jour... Par contre, il y a d'autres grandes maisons de sondage, Ipsos et compagnie, qui donnent toujours, des maisons quand même crédibles, qui donnent toujours 3 points d'avance à Mme Harris. Donc mais on l'a toujours dit, là, dans la bataille des sondages, il y en a, quand on est dans la marge d'erreur, il y en a qui vont donner une avance à Trump, d'autres
vont donner une avance à Harris. Ce qui est nouveau, qu'on n'avait pas beaucoup vu, c'est dans les intentions de vote nationales, des sondages qui donnaient une avance à M. Trump. On a toujours dit que la bataille se jouait dans les États pivots et que là, c'était serré. Ça continue d'être serré, mais il n'y avait pas eu beaucoup de sondages nationaux qui lui donnaient cette espèce d'air d'aller. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est une stratégie payante que d'essayer de mettre en boîte le personnage Trump, de le définir par le danger qu'il représente pour la démocratie, sur cette tentation totalitaire, qu'il est fasciste, de faire la caricature du mini-Hitler. À répétition, ça a été essayé sans grand succès. Et la seule chose... on a entendu dans bien des Vox Pop, Stéphane, des partisans de Trump, tellement comme découragés de l'état du pays, de l'économie, de l'immigration, qui disent, je suis pas sûr qu'ils le pensent puis qu'ils ont pris la pleine mesure, mais qui disent dans des Vox Pop, ben là, c'est ça que ça nous prendrait un dictateur. Là. Les problèmes sont tels, là, puis ça a tellement niaisé, puis ça placote à Washington, puis il n'y a rien qui serait, que là, ce que ça nous prendrait, c'est un dictateur. C'est fou à dire, mais t'entends ça sur la rue, là. C'est certainement fou à dire. Remarque, en d'autres temps, les Romains ont choisi dans leur modèle constitutionnel de se désigner des dictateurs en période de crise. Sommes-nous en période de crise? Et je fais très attention à ce que je te dis. Je te dis pas que c'est ce que les Américains devraient avoir. Je te dis surtout pas que ses fans ont raison ou que lui a raison. Ce que je constate, c'est que d'un point de vue strictement électoral, la stratégie de la diabolisation à l'endroit de Donald Trump, en 2016, elle avait déjà été essayée quand on le connaissait pas. En 2020, ça a fonctionné, mais à la marge, ça a été très serré. Et en 2024, depuis le mois d'août dernier, s'il y a quelque chose, parce que ça a été beaucoup employé par les démocrates, on est obligé de se dire, ça ne fait pas faire des gains substantiels. Donc, est-ce qu'il est temps de se poser des questions sur la stratégie? Et j'en veux, moi, pour démonstration, des médias généralement favorables aux démocrates. Je pense qu'on en a glissé un mot hier, mais Vox, Politico, qui de plus en plus disent ce qu'on attend, c'est que Mme Harris se positionne sur ce qu'elle fera de différent par rapport à M. Biden, ce qu'elle promet. Et entre autres, elle le fait avant-hier, puis je le soulignais hier au TVA, je pense que c'est une fichue de bonne idée. Sur la question du salaire minimum, tu étais toi-même un peu tombé de ta monture quand je t'avais dit que pour ceux qui sont à pourboire, le salaire minimum est à 2,13. Le salaire minimum pour tous les autres travailleurs n'a pas augmenté aux États-Unis depuis 2009. Il est de 7,25 $. 7,25 $. Tu es dans le tiers-monde. Là. Il y a aux États-Unis un tiers-monde. Et pour la première fois, il y a 2 jours, Mme Harris dit « Moi, je vais me battre pour un salaire minimum de 15 $. » Alors, elle a tellement craint d'être à gauche parce que c'est le personnage caricatural que M. Trump a fait d'elle, que sur des enjeux fondamentaux, importants, et pour une bonne partie de ses électeurs qui ont de la résonance, elle s'est retenue. Là, elle a commencé à enfoncer ce petit clou discrètement. Je fais le pari que ça serait davantage payant que d'annoncer la fin du monde avec l'élection de M. Trump. Est-ce que la campagne, on a parlé de Mme Harris, est-ce que la campagne de M. Trump pourrait être bousculée par cette bombe? Peut-être c'est pas une bombe, c'est juste un pétard. Mais quand même, là, du Guardian, le quotidien britannique The Guardian, qui donne la parole à une mannequin, mais qui dit carrément avoir été agressée sexuellement par Donald Trump, et pour en rajouter, agressée par Donald Trump alors qu'elle avait été amenée chez Trump par un dénommé Jeffrey Epstein. Et à ce jour, s'il y a une chose dont était fier M. Trump, c'est de dire qu'il n'y avait absolument aucun lien avec Jeffrey Epstein, ce qui n'est pas vrai de l'ensemble de la classe politique. Alors, la liste des noms, je te laisse la faire, mais on les a souvent nommés, ceux qui ont fricoté avec M. Epstein. Et Trump, à ce jour, avait été totalement épargné. Donc, nouvelle accusation, ça serait passé en 1993. Je suis surpris, ça me fait mentir parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a un 2 poids, 2 mesures, qu'à la moindre petite odeur de quelque chose, M. Trump passe à la machine à laver. Or, je regardais les titres des journaux aujourd'hui aux États-Unis. Ils n'ont pas beaucoup repris l'affaire du Guardian. C'est là, mais pas à la une. Pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a... dans le cas de M. Trump, une espèce de fatigue du scandale. On sait qu'il a déjà été reconnu coupable au civil d'agression sexuelle sur une femme dans une cabine d'essayage. C'était aussi au début des années 90. Est-ce qu'il est possible, auquel cas ça serait évidemment très inquiétant, parce qu'il n'y a pas de petites ou de mauvaises allégations. Si c'est un fait que ça mérite enquête, puis il faut aller au bout de l'affaire. Dans ce cas-ci, en tout cas, ça n'a pas retenu beaucoup aujourd'hui l'attention. Il faut dire que
la campagne électorale américaine a un peu émoussé nos sensibilités. Je ne sais pas si tu es d'accord. Il y a tellement d'affaires entre le sexe d'Arnold Palmer, une accusation, c'est plus costaud, j'en conviens, mais il y a tellement de choses qu'il est difficile de savoir ce qui va être retenu. En tout cas, aujourd'hui, pour l'instant, ça ne semble pas beaucoup affecter le rouleau compresseur de M. Trump, mais donnons du temps au temps. Peut-être que ça viendra l'accabler au cours des prochains jours. Stéphane, merci beaucoup. À demain. Est-ce que c'est vraiment sur cette histoire qu'on se laisse? Sur cette histoire qu'on se laisse, une histoire de taponnage, mais mon Dieu. peut-être banalisée. Quelle époque formidable, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est ça.